Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un compositeur, un chef d'orchestre de renommée internationale qui a gravi les échelons pour devenir l'une des figures les plus influentes de la scène musicale contemporaine. Nous avons la chance aujourd'hui de le compter comme notre directeur artistique du Printemps des Arts. Il revient dans cet épisode sur ses succès, son amour du spectacle, son engagement pour la promotion de la culture au cœur de la principauté et de la musique en particulier. Bonjour Bruno Montoni. Bonjour. Est-ce que ça te va quand je dis que tu aimes le spectacle, la promotion de la culture, la musique? Parce que l'autre jour, j'ai eu la chance de t'écouter présenter l'édition du festival de cette année. Et tu as dit une chose importante, tu as dit la musique, c'est pas la musique toute seule, il y a plein de choses autour, quoi. C'est-à-dire, tu citais le nom de ce festival, le Printemps des Arts. Il ne s'agit pas du printemps musical de Monaco, mais du Printemps des Arts. Il faut voir l'histoire de ce festival. C'était le festival de la DAC, de la Direction des Affaires Culturelles à l'origine. Festival presque plus orienté sculpture que d'autres disciplines, qui est devenu progressivement un festival de musique. Et quand je suis arrivé à la direction artistique, j'ai été chargé par la princesse de Hanovre de recréer un peu plus de passerelles entre la musique et les autres arts. Alors, il est difficile de faire un festival pluridisciplinaire parce que tu tombes dans d'autres modèles, y compris modèles économiques. En revanche, on peut essayer de bâtir une programmation qui montre un petit peu plus combien la musique peut se nourrir aussi d'autres disciplines. Évidemment, la littérature, des choses très évidentes, les arts plastiques, mais la gastronomie, mais la parfumerie, mais de tout un tas. Et la photo, évidemment, cette année avec Sébastien Salgado. Donc, je pense que en fait, c'est un festival hédoniste, ce Printemps des Arts. C'est être une fête du plaisir. Et le plaisir, ça peut recouvrir vraiment des formes très très larges. Donc, mon métier, c'est juste de mettre les choses en relation. Alors, tu dis le festival des plaisirs. Toi, ton cœur est à la musique, d'abord. Parce que si on parle de plaisir, on peut parler de plein d'autres choses. On va parler gastronomie tout à l'heure, mais on peut parler de plein d'autres choses. Mais toi, ton cœur, ton premier cœur, il est dans la musique ? Oui, c'est même, si tu veux, c'est tellement intime que c'est presque complexe d'en parler, parce que c'est plus qu'un plaisir, c'est plus qu'une nécessité, c'est là, c'est comme un bras ou une jambe, quoi. C'est là. Et particulièrement, le fait d'écrire de la musique. Alors, j'écoute énormément de musique, je continue à en écouter. Après, on n'en écoute pas forcément en écoutant un disque. On peut aussi lire une partition et entendre intérieurement ce qui se passe. Donc, je me nourris. Toi, tu as cette chance, tu lis la musique. Parce que c'est un métier, c'est ça, c'est un métier. Mais si tu veux, pour moi, la musique, c'est au-delà de ça. J'ai même besoin du plaisir tactile avec un crayon, même si j'ai très peu de temps pour composer parce qu'on est en plein festival ici, ou parce que je dirige un conservatoire, donc je peux être en jury toute la journée. Mais le besoin d'allumer la lampe sur le bureau, de toucher le crayon, la gomme et le papier est presque vital pour moi. Donc c'est une nécessité vitale qui dépasse le plaisir, qui est une forme de définition de ce que je suis, d'une identité, tout simplement. On dit toujours que quand on écrit avec un instrument dans la tête. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que toi, tu as un instrument en particulier ou est-ce que c'est un univers Non, je les ai tous. C'est-à-dire que si demain tu écris un texte, tu vas peut-être pas le lire à haute voix. Tu vas entendre intérieurement une voix qui te dit les mots que tu écris. Et ben, quand on est compositeur, on entend ces instruments dans la tête. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les jouer sur un synthétiseur, voire de les entendre en convoquant des amis chez soi. Si on écrit une pièce d'orchestre, c'est difficile d'avoir 80 musiciens disponibles pour venir à la maison. Mais on entend intérieurement ce qui se trame. Et c'est très important de cultiver cette écoute intérieure parce qu'elle est aussi garante d'une forme de liberté. On n'est pas limité par son oreille, on est limité après... En fait, c'est même pas une question de limite, c'est que notre oreille n'a pas de limite. Et donc, il s'agit après de faire l'analyse de ce que l'on entend. C'est ça, en fait, l'inspiration. C'est d'avoir des couleurs instrumentales et juste de pouvoir les formaliser sur un bout de papier. L'écriture, c'est une réduction de la pensée. L'idée telle qu'elle est rêvée, elle est beaucoup plus large que ce qu'on écrit. C'est d'ailleurs cette difficulté-là. C'est cette largeur d'arriver pas à la résumer, mais à la condenser dans... Mais résumer est un assez bon mot, parce qu'en fait, on fait une réduction. C'est-à-dire qu'on doit transmettre à l'instrumentiste
suffisamment d'informations pour qu'ils comprennent, mais pas trop d'informations pour que ça ne le submerge pas. Le problème du compositeur, c'est que s'il n'a pas des instrumentistes sous la main, sa musique n'existe pas, elle reste virtuelle, elle reste une partition. On a besoin d'un pianiste, d'un violoniste, je ne sais quoi, d'un flûtiste pour matérialiser les choses. Donc, en effet, je les entends intérieurement, je les formule de la façon la plus efficace possible sur le papier, et puis après, c'est aux instrumentistes, de donner une vie à ces partitions. C'est formidable ce que tu dis, parce qu'en t'écoutant, je pense à Beethoven, dont moi, je me suis toujours dit, comment on peut être compositeur en étant sourd ? Tu viens de répondre à la question, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'entendre la musique, en fait, il l'avait en lui. Alors, il l'entendait intérieurement, parce qu'il n'est pas né sourd, il est devenu sourd. Donc, si tu veux, c'est quelqu'un qui avait la culture du son et la mémoire du son, et qui l'avait définitivement archivé dans son cerveau. Le sens qui est le plus important pour un compositeur, c'est la vue. Parce que si on ne voit pas, on ne peut pas écrire une partition, il faut la dicter. Ouais. Et là, ça devient tout de suite très compliqué. Difficile. Alors que finalement, je ne me souhaite pas de perdre l'oreille, parce qu'en plus, je suis chef d'orchestre, donc j'ai besoin d'entendre. Là, pour le coup, c'est un métier, on a besoin d'entendre. Mais je pourrais écrire de la musique en étant sourd maintenant. Parce que, de toute façon, toutes les combinaisons instrumentales, elles sont archivées. Ouais. Tu les as. C'est-à-dire, je suis compositeur et chef d'orchestre. Est-ce que, quand on est chef d'orchestre, on a une responsabilité supplémentaire vis-à-vis de l'œuvre quand on est le compositeur ? Ça dépend si c'est ton œuvre ou l'œuvre de notre. J'étais pas trop loin de la question que je voulais poser, mais je voulais pas y aller direct. Pas du tout, oui, mais en fait, on y va direct, parce que il m'est arrivé, j'ai dirigé l'orchestre de Cannes il y a quelques heures même, avant l'enregistrement de ce podcast, hier soir. Et dans une œuvre à moi que j'ai jouée une fois, je l'ai expliqué, j'ai donné des exemples et je l'ai rejoué une autre fois. Dans cette situation-là, il y a une forme de, comment dirais-je, d'assurance que stylistiquement je suis au bon endroit, puisque je sers un compositeur qui est moi-même. Alors ça ne veut pas dire que je suis le seul à pouvoir jouer ma musique, j'aime bien écouter d'autres personnes la jouer, la diriger en tout cas, et c'est évident, surtout si c'est des grands chefs, des grands interprètes, c'est toujours un grand plaisir. Quand on parle d'une musique d'un compositeur vivant qui n'est pas soi-même, déjà, on peut s'appuyer dans le travail de répétition, sur les oreilles de ce compositeur-là, s'il est présent. Et puis, il y a tous les compositeurs qui ne sont plus là, et qui sont, pour certains, très éloignés dans le temps. Quand je dirige Mozart ou Beethoven, il y a une distance historique, donc il y a des écoles différentes d'interprétation, et là, il faut faire ses choix. Mais c'est des métiers différents. Si je t'écoute, mais ce que tu expliques là, c'est tout à l'heure quand tu as dit je l'écris de la manière la plus efficace, sans leur donner toutes les directives, parce qu'il faut quand même qu'ils fassent leur interprétation de ce que j'écris. Donc ce que tu es en train de dire, c'est ça, c'est qu'il y a une partie, bien sûr, qui est une partie de sensibilité, de ressenti, d'imagination. En fait, on pourrait même pas tout écrire, parce que je vais te donner un exemple très simple. On a une dizaine de nuances possibles, de fortissimo, forte, mezzo forte, mezzo piano. Bon. Mais quand on joue au piano et qu'on joue une phrase musicale, c'est pas, chaque note a 1 milliard de possibilités de dynamiques différentes. C'est la succession qui fait qu'on joue guère plus fort, guère moins fort. On pourrait pas écrire ça, parce qu'il nous faudrait quasiment un cerveau augmenté, comme on dit maintenant, pour pouvoir vraiment formaliser tout. On peut pas tout formaliser. Donc, la partition, c'est quelque chose de très fort, mais c'est aussi tout un tas de suggestions. On hérite de traditions d'exécution, on hérite de réflexes, même d'une physiologie. Un violoniste qui va dans l'aigu va avoir tendance à jouer plus fort, c'est comme ça. Et puis quand on descend, on joue moins fort. Des fois, on n'a pas envie de ça, donc il faut le préciser. En fait, on joue aussi par rapport à la culture présupposée de l'instrumentiste qui va jouer l'œuvre. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le métier. C'est-à-dire qu'on a des habitudes. Au bout d'un certain moment, on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. On sait ce que provoque un type d'écriture comme réaction chez l'interprète. Ça, c'est les années qui l'apprennent. Tu disais tout à l'heure, il m'arrive de diriger Mozart ou Beethoven. Donc, ce qui est important de préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est que Bruno Mantovani ne fait pas que de la musique contemporaine. Non, mais tu sais, j'ai du mal à savoir ce que c'est la musique contemporaine. D'abord, l'expression est idiote quand on y réfléchit bien. Elle est réductrice en tout cas. En gros, on dit musique contemporaine pour dire musique écrite après 1945. Très bien. Mais si on prend l'étymologie... Tu vois, tu nous mets un repère déjà. Déjà, il y a un repère. Mais sauf que, si on réfléchit bien, toute musique est contemporaine du moment où elle a été écrite, par nature. C'est ça. Donc, moi, la rencontre avec la musique, avec la modernité musicale, elle s'est faite par le biais de l'instrument
quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à étudier la percussion, pensant faire de la batterie, hein. Sauf que j'ai découvert à ce moment-là la modernité du début du XXe siècle, Edgar Varèse, puis après Pierre Boulez et d'autres compositeurs. Ce qui fait que comme j'étais biberonné à ce répertoire-là, pour moi, il n'y a pas de différence entre Schumann, Mahler et Boulez. On est dans des lignées, on est dans des considérations qui, esthétiquement, utilisent des moyens différents, mais finalement, visent les mêmes choses. Donc, en dehors du fait que la qualification de musique contemporaine n'est pas tout à fait juste, et que, en plus, pour moi, il n'y a pas de rupture, il y a toujours, dans l'évolution de l'histoire de l'art, des choses que l'on gagne et des choses que l'on perd. Pourquoi on éprouve le même plaisir à écouter du chant grégorien et une création d'un compositeur qui a été composé il y a 3 mois? C'est parce que il y a dans le chant grégorien, par exemple, une immense liberté, mais il n'y a pas de polyphonie. Quand on gagne la polyphonie, on perd la mobilité. Quand on gagne la tonalité, on perd la mobilité modale. Il y a toujours, dans l'évolution de l'histoire de l'art, des choses qui sont en plus et des choses qui sont en moins. Et c'est ça aussi qui crée l'équilibre du plaisir. Cet équilibre du plaisir, est-ce que c'est ton fil conducteur quand tu conçois la programmation du festival? Parce qu'on a parlé du festival tout à l'heure un petit peu, mais... Alors, compositeur, chef d'orchestre, et alors, concevoir un programme de festival, c'est encore autre chose. Parce que là, tu parles beaucoup de plaisir et donc de ce que tu vas générer chez ceux qui viennent, hein, chez le spectateur, celui qui vous écoute. Donc, est-ce que ça, c'est ton fil conducteur quand tu conçois ton programme? Oui, mais il faut savoir pour qui. Ça, hein. Non, mais c'est-à-dire que d'abord, il faut savoir pour qui on construit, et d'ailleurs pour qui on écrit de la musique. Et là, je risque de décevoir énormément de tes auditeurs, c'est que les artistes sont des gens extrêmement égoïstes. Il ne faut pas croire qu'on écrit pour les autres ou qu'on conçoit pour les autres, on écrit d'abord pour soi. On conçoit pour soi. Moi, quand j'ai créé une programmation du Printemps des Arts, je me dis, si j'étais spectateur de ce festival, qu'est-ce que j'aurais envie d'entendre? Mais moi, si je te pose toutes ces questions-là, c'est pas pour les autres, c'est parce que j'ai envie de savoir, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'on fait pas les choses pour les autres. Non, on fait les choses en se disant, si moi, je voulais connaître Bruno Mantovani, quelle question je lui poserais? C'est ce qu'on fait là, oui. Tu vois. Même si je te connais, même si... Voilà. Donc, j'imagine qu'effectivement, quand tu conçois ton programme, tu le conçois en se disant, si moi je devais consommer le Printemps des Arts, qu'est-ce que j'aurais envie de consommer? Exactement. Je pense que j'ai fait beaucoup de métiers, même d'autres. Je dirige un conservatoire, j'étais directeur du conservatoire à Paris, j'ai fait de la radio parce que j'étais producteur à France Musique. Mais mon métier principal, c'est d'écrire la musique. Avec un regard sur l'histoire. En tant que compositeur, j'ai toujours essayé de situer mon travail par rapport à ce qui nous a précédé. Ouais. Donc, au Printemps des Arts, qu'est-ce que je fais? Je mets en relation des objets ou qui sont de la même époque, mais pas du même compositeur, ou qui sont d'époques très différentes, mais qui partagent des valeurs, ou qui sont des objets musicaux et extra-musicaux qui peuvent dialoguer. C'est un jeu de construction. Moi, j'ai appris, et ce n'est pas une boutade, j'ai appris à composer en pratiquant les Lego. Et je pratique toujours, d'ailleurs, le jeu de Lego, je continue à m'amuser à ça. C'est une chose qui est très importante. C'est fort, parce qu'on part de petites pièces, comme on partirait de notes, et puis on construit des édifices. Et puis on se rend compte que des fois, s'il manque une brique, l'édifice va s'effondrer, alors que si on la met... Oui, il est bancal, voilà, on construit un équilibre. Et donc pour moi, le Printemps des Arts, je dois pouvoir en parler simplement aussi. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que c'est prévisible, ce qui ne veut pas dire qu'on est juste dans des choses confortables et établies, mais j'ai besoin de formuler simplement les choses. Ouais. La structure du festival, les axes principaux du festival, j'ai besoin de thématiques, j'ai besoin en fait de quelque chose de rassurant, qui est de la structure. Et c'est pareil dans mon travail de compositeur d'ailleurs. Quand tu dis j'ai besoin de choses qui la structurent, alors admettons, partons sur l'édition de cette année, tu as construit ta structure autour de quoi en particulier? D'abord d'une thématique que je décline pour la 3e année consécutive, donc là on est dans une structure même qui dépasse une édition mais qui en réunit 3, qui est celle de l'évolution du langage des compositeurs, c'est-à-dire en gros, est-ce que les premiers opus d'un compositeur, qui peuvent être maladroits parce que pas aboutis encore, contiennent ou pas, et ça dépend des musiciens, le génie qui va bientôt apparaître. Donc on entendra cette année par exemple la première symphonie de Mozart, composée à l'âge de 8 ans, où on entendra... Mais rien qu'à le dire, c'est incroyable. Et surtout que quand on l'écoute, pour ceux qui vont venir au concert dirigé par la merveilleuse Laurence Equilbé, il y a dans le mouvement lent de la première symphonie de Mozart, donc je rappelle 8 ans, des passages qui sont complètement surréalistes,
extrêmement aventureux, extrêmement tendu. C'est presque, si on écoute ça, les musiques d'un vieux monsieur qui revoit sa vie en flashback. Est-ce que ça veut dire que techniquement c'est difficile aussi ou pas? Écoute, non, pas ce passage-là. Il est pas le mouvement auquel je pense n'est pas difficile techniquement, mais il est difficile conceptuellement. C'est encore plus effrayant quand on pense à l'âge du compositeur. Oui, c'est que alors, quand on compare avec le sport ou avec... on se dit plus on est jeune et plus on peut faire des prouesses. Donc on se lance dans des choses qui techniquement sont peut-être plus difficiles. C'est pas ce que tu dis. Tu dis, techniquement, bon, ça va. C'est conceptuellement que c'est vraiment difficile, quoi. Oui, alors, c'est une excellente façon de résumer les choses. Et puis, c'est aussi se comprendre que l'enjeu, en fait, musical, quand tu parles de technique, c'est technique d'écriture, c'est technique de jeu, mais c'est aussi la dramaturgie. C'est-à-dire que Mozart est un narratif. C'est quelqu'un qui raconte des histoires. C'est pour ça que les opéras et les concertos de Mozart sont parmi les plus grands joyaux de l'histoire de la musique. C'est que ce sont des genres, l'opéra et le concerto, qui reposent sur l'opposition, sur la rupture. On raconte une histoire, une affaire. Pas forcément avec des mots, d'ailleurs, quand on est dans le concerto. Mais ce sens de la narration chez un gamin de 8 ans est quand même assez étonnant. Donc, pour reprendre la question que tu me posais tout à l'heure, il y a cette thématique de l'évolution stylistique. Il y en a une autre qui irise la programmation, qui est le rapport de l'homme au monde qui l'entoure, d'où le Chant de la Terre de Gustav Mahler, d'où même le monde animalier, avec le Carnaval des animaux, avec version jazz, pas version Camille Saint-Saëns, avec aussi les œuvres animalières de Jean-Philippe Brabeau, avec une œuvre aussi totalement surréaliste de Jean Ferry Rebel, compositeur français, très expérimental, mais avec des pièces qui ont 3 siècles maintenant et qui simulent le chaos, par exemple, en musique. Mais donc voilà une deuxième thématique. Des cartes blanches aussi, des musiciens qui sont récurrents. Donc Henri de Marquette, le quatuor Modigliani, et puis Laurence Equilbé, la chef d'orchestre. Et donc j'essaie d'avoir une structure comme ça, qui, même d'année en année, puisse créer un grand cycle. Quand j'étais nommé à la direction artistique du festival, on m'a dit, voilà, vous êtes nommé pour 3 ans, pour commencer, et l'aventure va continuer, j'en suis très heureux. Et donc, je me suis dit, puisque je suis là pour 3 ans, je ne sais pas si ça durera plus longtemps, je vais bâtir un festival sur 3 ans. C'est ça. Ta narration, elle était sur 3 ans. Ma narration était sur 3 ans, absolument. C'est ça. Alors, je me laisse moi-même surprendre et avoir des idées qui viennent en cours de route. Mais en tout cas, le cadre général, je l'avais bâti pour qu'il dure plusieurs années. T'as fait ton Lego, quoi. Mais exactement. J'ai fait ma composition en plusieurs mouvements. Oui. C'est, tu sais, quand je commence à concevoir une édition du festival, j'ai finalement la sensation du compositeur qui est là. Parce que, en t'écoutant, je me disais, en fait, il compose. Hein. Mais je me disais. on ne se rend pas forcément compte, quand on n'a pas une activité de création, du caractère presque sensuel de la construction intellectuelle ou artistique. C'est-à-dire, pour moi, composer, c'est aussi de me mettre dans des états pas possibles. Quand on commence une œuvre, c'est souvent très douloureux, parce que c'est une page blanche. C'est comme quand je pars, je vais dire, l'édition 2026 du Printemps des Arts, je commence déjà à la concevoir, là, puisque 2025 est terminé dans ma tête, à peu près. On dit, je pourrais faire ça, je pourrais faire aussi le contraire. Donc, il y a quelque chose de douloureux, il y a des choix à faire. Et quand on arrive près de la fin d'une œuvre, notamment quand on écrit une grande pièce type un opéra, il y a une espèce d'excitation. Moi, je sais que, par exemple, mon rythme cardiaque augmente. Ah oui, c'est physique. Hein. C'est physique. Et puis, il y a le baby blues consécutif à l'envoi de la partition chez l'éditeur, où on se dit, c'est plus ma pièce. Donc, il vaut mieux se remettre à composer autre chose, parce que ça permet de prendre une distance avec la dureté de cette conception sur le long terme. Ce qu'on se dit, Bruno, là, juste à ce stade-là de la conversation, enfin, en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que tu as besoin de remplir ta vie, ou en tout cas, tu aimes remplir ta vie. Il n'y a rien de pire pour moi que les vacances. C'est pour ça que j'en prends pas. Mais tu sais, c'est comme le sport, en fait. Tu disais, j'ai fait beaucoup de métiers, donc moi, je me dis, quelqu'un qui a autant d'appétence et de curiosité, et qui en plus fait du Lego, c'est forcément quelqu'un qui ne peut pas rester sans rien faire. Non, mais c'est lié à plein de choses. Alors, on peut avoir une névrose du temps ou une peur de la mort. Il y a tout ça aussi, sûrement, derrière. Il y a plein de choses. Donc, il faut combler, il faut faire. Je déteste le vide, en effet. Je déteste l'oisiveté.
Et puis, on peut être beaucoup plus positif que ça. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Ouais, Et il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Moi, je te parlais de curiosité, d'appétence. Absolument. Ouais. Donc, les journées peuvent être longues. Hein, 24 heures, c'est finalement assez long. Donc, plus j'en fais, mieux je me sens. C'est pas une question de boulimie. Hein. C'est une question de ne pas laisser le temps reprendre le pouvoir sur soi-même. Ça, c'est sûr. Et donc, il y a un président qui a été élu en disant en France qu'il était le maître des horloges, mais finalement, tout artiste est aussi le maître des horloges. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de ton passage au conservatoire, quand même, que tu as dirigé. Donc, de Paris. De Paris, oui, bien sûr. Hein. Moi, ça me donnait... Puis tu parlais de Mozart, 8 ans. Voilà, tu me disais, c'est quand même dans l'esprit d'un enfant de 8 ans, c'est surprenant. J'aurais aimé que tu nous parles juste un moment de cette naissance, enfin de cette rencontre entre l'enfant et la musique, et la responsabilité qu'on a quand on est de l'autre côté et qu'on veut faire cette rencontre la meilleure possible, et surtout toi qui l'as vécu aussi. Comment ça se passe? Il y a vraiment un coup de foudre, il y a un moment où on se dit c'est ça? En ce qui me concerne, c'est presque quelque chose de charnel et que j'aurais du mal à raconter précisément parce que je ne m'en souviens plus. Mes parents, ce que je sais, c'est que mes parents m'ont acheté pour mon premier anniversaire des cadeaux qui étaient des petits instruments de musique, petits pianos. Ce sont des musiciens, tes parents? Pas du tout. Pas du tout. Mais il y avait de ma part une demande très forte de musique à la maison que je ne pouvais pas formuler avec des mots. Hein. J'avais un an pour moi. Donc, et tout de suite, ils se sont rendus compte que j'avais besoin de son, j'avais besoin de musique. Donc tout naturellement, enfin pas si naturellement que ça, mais en tout cas, ils ont eu le réflexe quand quand je suis rentré en cours préparatoire de m'inscrire au conservatoire de ma ville. Et puis, j'allais dire, l'affaire était déjà bouclée. Il y avait cette évidence-là. J'aurais pu faire plein d'autres métiers, mais finalement, non, je n'aurais pu en faire aucun. Parce qu'il fallait que je sois entouré de sons. C'est ça. Alors après, il y a la chance. La vie fait que, moi, dans ma ville d'origine, à Perpignan, au début, j'étais dans un petit conservatoire qui s'est beaucoup développé quand j'étais adolescent, avec des créations de classes, comme la classe de jazz. Donc j'ai commencé à jouer du jazz, ça a été capital pour moi. Puis la création de la classe de composition. Donc j'ai eu la chance d'être dans une ville où il y a eu des infrastructures musicales qui m'ont permis d'éclore assez vite et de rentrer donc très jeune, à 18 ans, en classe de composition au Conservatoire de Paris. Ouais. Et quand on dirige un conservatoire, c'est la préoccupation principale, c'est quoi? C'est de dire... parce que quand on arrive au conservatoire, et tu l'expliques dans ton parcours, quand on arrive au conservatoire, on a déjà quelque chose. Hein, on n'arrive pas de zéro quand on arrive au conservatoire. Alors, au Conservatoire de Paris, non. Alors, il y a deux types de conservatoires en France. Il y a les conservatoires territoriaux où on prend des gamins qui ont 5-6 ans et on les amène jusqu'à la préparation des concours. Et puis, des concours de l'enseignement supérieur. Et puis, il y a le Conservatoire de Paris ou de Lyon et certains pôles supérieurs qui sont des écoles supérieures, qui donnent des cernes, des diplômes, en grade de licence ou de master. Donc, maintenant, je dirige un conservatoire territorial dans ma ville, à Saint-Maur-des-Fossés. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, parce qu'on a des enfants qui peut-être seront parmi les plus grands musiciens du siècle à venir, et il y en a plein qui vont arrêter en entrant au collège et qui vont faire du foot ou des échecs. Donc, ce sont des choses très différentes. Mais là encore, pardon de radoter, je crois que c'est la notion de plaisir qui est la plus importante. C'est... si on a la musique, c'est un art extrêmement exigeant. Peut-être que la danse et le sport nécessitent plus le physique, donc on a plus conscience de la souffrance par laquelle on doit passer pour cultiver son corps et des efforts physiques qui sont donc des efforts qu'on ressent beaucoup et qu'on doit rythmer, c'est-à-dire qu'on doit gérer ces efforts-là. Mais il y a une notion d'effort en musique si on travaille pas régulièrement, puis il y a des instruments qui sont plus ingrats que d'autres. Comment c'est le violon, c'est assez ingrat, c'est assez difficile. Donc, c'est vrai que moi, j'essaie toujours d'expliquer aux élèves que le plaisir, ça peut venir aussi de l'élévation et du dépassement. C'est pareil en sport, d'ailleurs. Hein. C'est que si on vient faire de la musique uniquement dans le mode de loisir et en se disant, je dois juste être heureux de tripoter mon instrument, ça ne peut pas marcher. Alors, je ne vais pas parler comme une vieille chose que je commence à devenir, hein, mais je pense que la résistance à l'ingratitude est moindre aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Peut-être que l'invasion des réseaux sociaux,
des émissions type télécrochet où on a l'impression que il facile, suffit d'avoir acheté un robot de cuisine pour être un grand cuisinier ou d'avoir un micro pour être un grand chanteur, ont un peu biaisé la situation. Mais en ce qui me concerne, j'ai vraiment l'impression que la notion d'effort n'est plus très à la mode. En tout cas, en France, c'est une évidence. Et voire même qu'elle est un peu louche. Parce qu'elle est élitiste, elle est excluante. Et bien, mais c'est merveilleux. Quand on a des grands athlètes, on a envie de voir Usain Bolt courir. Enfin, on avait envie. Et bien, en musique, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas envie de voir quelqu'un qui a le même rapport à l'effort et au dépassement et à l'élévation. Bien sûr. Ça veut dire que tu dis, c'est excluant. Moi, je vois bien. Ça veut dire que le directeur de conservatoire, celui qui va faire des choix, il va dire oui, celui-là, ça va, elle, ça va pas, elle, c'est super, elle, ça n'ira pas. Voilà, par exemple. Bien sûr. Oui. Fait des choix. Est-ce que le chef d'orchestre fait aussi des choix dans les instrumentistes Est-ce que ça arrive qu'on dise... Alors, parce que souvent, on dit un chef d'orchestre vient diriger un orchestre qui existe. Absolument. Donc, il ne fait pas de choix. Alors, il y a deux types de chefs d'orchestre. Soit c'est ton propre orchestre, dont tu es le directeur musical, soit tu es un chef invité, c'est-à-dire un orchestre t'invite une semaine pour faire un concert. Ouais. Dans tous les cas, il ne faut jamais négliger la force du collectif. J'ai vu dans des orchestres, par exemple, des instrumentistes défaillants, et tout l'orchestre avait conscience que l'instrumentiste était défaillant. À partir du moment où le chef met le doigt là-dessus, de façon un peu ostentatoire, en général, l'orchestre change de camp et vient soutenir son collègue. Ah ouais. Donc, mais ça, c'est systématique. Il y a une vraie solidarité, alors, dans la musique. Oui, c'est quelque chose d'assez corporatiste, en fait. C'est pas l'image qu'on a. On a l'impression que les musiciens, alors, ils sont pas en compétition, mais quand même, deux violonistes, ils doivent se dire, la position de premier violon, elle est pour moi, elle n'est pas pour l'autre, quoi. Alors, à l'orchestre, c'est un peu différent parce qu'on passe des concours avec pour des affectations particulières. Mais il ne s'agit pas de la même chose pour les concours internationaux, pour les solistes, par exemple, ou les gamins qui veulent se faire repérer pour faire des carrières de solistes. Donc, la situation est un petit peu différente. Mais il est vrai que on hérite d'une situation... En fait, le management, parce que c'est un bras le manager, un chef d'orchestre, c'est pas de mettre les gens en défaut, de dire vous c'est bien, vous c'est pas bien. Le management, c'est pour moi de donner à tout le monde les moyens de nous offrir ce qu'on peut offrir de mieux. On a un orchestre, il y a, je vais dire totalement hasard, un clarinettiste qui est un peu défaillant. Si tu le mets, si tu le mets à l'index de façon publique, il est évident que l'orchestre ira le défendre. Si en revanche tu fais avec ce dont tu hérites et tu essaies de lui donner les éléments pour qu'il donne le meilleur de lui-même, eh bien, il y a forcément un moment où on aura une très belle surprise qui arrivera. Je crois que quand on est un jeune chef, on a tendance à avoir une attitude un peu punitive. Et quand on vieillit, on se dit que finalement, encourager les autres, c'est quelque chose de... Après, il peut y avoir des cas où vraiment... voilà, on a des musiciens qui ont eu des pépins physiques, parce que pratiquer un instrument, c'est aussi lié au physique. Quand on est corniste ou trompettiste, l'état des lèvres, par exemple, est une chose très importante. C'est pour ça qu'en général, en répétition, les cuivres jouent moins fort qu'en concert pour économiser. Ils font ce qu'on dit une marque. Marquer, ça veut dire jouer moins fort et se préserver. Mais il est certain que, en dehors de situations un petit peu tragiques, en général, de toute façon, dans tous les orchestres, maintenant, le niveau technique a énormément augmenté. Donc, je ne parle pas forcément du niveau musical, mais le niveau technique est très très fort où qu'on aille. Donc, il faut respecter les gens qu'on a en face. Les mettre dans une situation difficile ne sert absolument personne. Il y a juste, je comprends vraiment tellement, parce que c'est du collectif, en fait, c'est une œuvre collective. Et d'ailleurs, quand on dirige un symphonique, notamment, il y a beaucoup de monde, donc c'est extrêmement collectif. Comment on fait quand on dirige des musiciens qui ne parlent pas sa langue ? Alors, soit on parle anglais, parce qu'à peu près des orchestres... tout le monde comprend l'anglais. Comprennent l'anglais, la plupart des musiciens. Mais il ne faut pas oublier qu'on s'exprime avant tout par le geste. Ah oui, c'est vrai que le chef d'orchestre, c'est sa gestuelle qui fait ses instructions. Alors, c'est pas très radiophonique, pas très podcast que je pourrais raconter, mais le geste, c'est un code. Ouais. C'est ce qui permet aussi de gagner du temps. Il y a des chefs, par exemple, des immenses chefs comme Claudio Abbado, qui parlaient très peu en répétition. Il reprenait,
Et les musiciens se voyaient transmettre leur musique uniquement par le geste. Ouais, c'est ça. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a le regard aussi. En dehors de Herbert von Karajan qui dirigeait les yeux fermés, le regard, c'est une chose très importante. Il y a aussi tout ce que tu montres sans vouloir le montrer, parce que le non-verbal, le non-verbal, absolument. Donc, il y a tout ça. Et puis, alors, tu es en train de me dire que vous... Alors, imaginons, tu es devant un symphonique, tu croises le regard de tes musiciens pendant que tu les diriges. Ah oui, tout le temps. Ah oui? Oui. Ne serait-ce que un chef d'orchestre, ça débute... le degré zéro, c'est d'être chef de gare, c'est-à-dire de faire partir les gens. De les synchroniser. De les faire commencer. Ouais. Exactement, de les faire commencer, puis s'ils ne jouent pas tout de suite, s'ils jouent plus tard, de les inciter à jouer. Donc tu le fais souvent avec le regard. Et puis il se passe beaucoup de choses dans le regard. Ouais. Il y a tout un tas d'informations qui passent. Si on prend une œuvre et qu'on la joue 2-3 fois sans rien dire à l'orchestre, juste en les jouant, entre le fait que l'orchestre va se prendre en charge, va comprendre, va mieux écouter, va mieux connaître l'œuvre, et le fait que tu transmets tout un tas d'informations non verbales, de toute façon, la troisième version sera meilleure que la première. Ah oui? Ah oui, absolument. Parce que ça, tu sais, c'est pas toujours le cas. Moi, je te parle de notre métier, par exemple. Parfois, la première prise est meilleure que la troisième. Parce que si on le refait, admettons, on fait un plateau pour présenter un sujet, si on le refait, parfois, le plus ou le mieux n'est pas forcément le meilleur ami du bien. C'est très juste. Alors, il y a aussi un moment où il faut arrêter de travailler. C'est ça. En répétition, moi, il m'arrive de ne pas aller au bout du service quand je sens que sur des répertoires très exigeants, on est arrivé au sommet de ce qu'on pouvait donner. Et je préfère lâcher les musiciens un quart d'heure plus tôt que de leur faire refaire encore le truc. Que de leur faire refaire pour rien. Ça aussi, c'est le métier qu'il apprend. Il ne s'agit pas d'user les gens. Il faut leur donner des informations, pas les saturer d'informations. Ouais. Donc, tu as raison là-dessus. Et puis, il y a quelque chose qui relève aussi de la bonne volonté. Si l'orchestre n'a pas envie d'un chef pour une raison ou une autre, parce qu'ils n'ont pas envie non plus de l'œuvre qu'il va jouer, l'orchestre se referme. Et là, il y a tout un travail rhétorique à faire pour essayer de les ramener à la raison. Parce que tu dis, si l'orchestre n'a pas envie d'un chef ou de l'œuvre qu'il va faire jouer, admettons, tu es invité à diriger un orchestre. C'est toi qui choisis le programme ? Ça peut se discuter. Des fois, tu as un directeur artistique qui t'appelle en te disant « Tiens, j'ai très envie que tu diriges telle œuvre, qu'est-ce que tu en penses ? Ah ouais, d'accord, je te verrai bien là-dedans. » Alors, on peut dire oui, on peut dire non, on peut déjà l'avoir faite et être content de la refaire. On peut devoir l'étudier spécialement. Enfin, ça dépend. Mais après, tout dépend aussi de la liberté qui est la tienne et de ton indépendance. Tu es un jeune chef, tu n'as pas beaucoup de travail, tu n'as pas forcément de quoi remplir ton frigo de façon généreuse. Tu risques d'accepter de faire des répertoires pour lesquels tu n'as pas forcément d'appétence, mais il faut le faire. Alors justement, parlons un peu de ça. Est-ce qu'on gagne sa vie avec la musique ? Gagner sa vie, j'imagine qu'on vit en étant musicien, mais on a cette image d'Épinal du musicien qui a du mal à... C'est peut-être Mozart qui nous a mis ça dans la tête. Attention, parce que Mozart, c'est Mozart par Pouchkine, souvent, c'est-à-dire la rivalité Salieri, etc. Il faut savoir que Salieri était le plus grand soutien de Mozart. Hein. Donc, c'est pas du tout comme dans le film Amadeus, qui est un très beau film, mais dont la réalité historique est plus que contestable et douteuse. On gagne, tout dépend de son talent, tout dépend de son âge, tout dépend de son travail, et puis tout dépend des rencontres. Il faut avoir aussi beaucoup de chance. Il faut... moi, je sais qu'il y a par exemple 2-3 choses qui ont été déterminantes dans ma vie. Un journaliste du Monde qui s'appelle Pierre Gervasoni, qui a fait un article dithyrambique sur Neuve quand j'avais 25 ans, et ça a beaucoup lancé ma carrière, parce que il a réussi à créer... On en est encore à la critique, hein. On en est encore au pouvoir de la critique. Bien sûr. Alors, quand c'est des critiques informées comme Pierre Gervasoni, c'est merveilleux. Maintenant, le problème, c'est que n'importe qui peut ouvrir un blog, ne rien connaître. Et en plus, il y avait, il y a 30 ans, quelque chose de fugace dans la critique. Un article dans Le Monde, il avait une espérance de vie de 4-5 jours. Maintenant, sur Internet, c'est infini. Ça reste. Donc, et puis sur Internet est peuplé de gens tellement courageux et tellement pressés qu'ils en oublient de signer, comme disaient des proches. Pas sur Internet, évidemment, mais sur la délation. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a ce fléau, d'ailleurs... que même Elon Musk, quand il reprend Twitter, qu'il transforme en X, n'arrive pas à enlever. C'est ce fléau de l'anonymat, c'est-à-dire des gens qui utilisent des pseudos pour te parler, pour t'interpeller, pour dire des choses sur toi. C'est compliqué, ça. Hein. Ce qui est très compliqué aussi, c'est qu'il y a une forme de schizophrénie chez certains. Moi, j'ai connu des gens
qui dans la même journée écrivait des atrocités sur moi, que je croisais dans la rue, et ça, je pense par exemple à une personne très précisément, ouais. Et que je croise au restaurant 2 heures après avoir lu des propos pas très sympathiques vis-à-vis de moi, et qui me dit « Oh, coucou Bruno, ça me fait plaisir de te voir ». Une fois, j'ai appelé un camarade comme ça, qui avait écrit des choses pas très justes, pas très élégantes. Et j'ai dit « Mais je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Enfin, on est amis. Là, tu te joins à une meute. Ouais. Juste que je sache, que je comprenne. » Et les gens ont une espèce de... On a l'impression que certains vivent 2 vies parallèles. Ouais, celle sur les réseaux sociaux et la vie réelle. Je préfère le réel, pour l'instant. Justement, en parlant de réel, il me semble qu'une de tes grandes passions dans la vie est aussi réelle que la musique. La musique, c'est réel, mais il y en a une autre, hein, puisque tu aimes bien manger. Oh oui. Bien manger. J'aime bien manger. Pardon, j'avais oublié le bien. Et bien boire, c'est-à-dire, c'est une culture que de boire et de manger. J'ai eu des échanges intellectuels extrêmement nourrissants, sans mauvais jeu de mots, avec des cuisiniers, avec des vignerons, parce que j'ai l'impression que finalement, on fait le même métier, c'est-à-dire on travaille la matière. Un cuisinier qui va avoir, je ne sais pas, un foie de veau, qui va chercher la meilleure cuisson, la meilleure température, la meilleure durée de cuisson. Aussi, hein. Il fait son Lego aussi. Et moi, si j'ai une idée musicale, là, je vais voir la façonner, la composer pour qu'elle soit la plus pertinente possible. Un vigneron qui a les mêmes vignes pendant des années, mais le climat n'est pas le même, donc une année plus pluvieuse, une année plus chaude, et qui va essayer de façonner son raisin pour créer une unité, et tout en tenant compte des spécificités du millésime, c'est aussi quelqu'un qui travaille la matière. Donc peut-être que c'est ça, en fait, c'est ce travail de la matière qui me touche. C'est ça l'idée du Club des 100 ? Oui, le Club des 100, c'est de partager. Bien sûr, c'est aussi un club convivial, tout simplement, parce que finalement, moi, pendant 10 ans, j'étais uniquement compositeur. Je dirigeais quasiment pas, et j'étais pas directeur d'institution. Donc, je parle des années, on va dire, les 98 jusqu'à 2010. Et c'est un métier très solitaire. C'est récent quand même, hein. 2010, c'est pas il y a si longtemps que ça, quoi. Oui. Parce que tout à l'heure, tu me disais, je commence à devenir vieux. Ah, c'est pas si loin, quoi. Non, mais le temps passe vite quand on le remplit. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'était très seul. En tout cas, tu dis que cette période, c'était une période de solitude. C'est une grande période de solitude parce quand on écrit une œuvre d'orchestre, on a besoin de passer plusieurs heures de suite à la maison sans voir personne. Pendant plusieurs semaines. Et ça, oui, même plusieurs mois pour des grandes pièces. Oui. Et pour un opéra, c'est même plusieurs années. Donc, il y a cette solitude. Le Club des 100, c'est à la fois un club de gastronomes, donc qui discutent de façon très sensible et très informée de la matière. Gastronomique, et puis c'est aussi des gens qui partagent certaines valeurs de convivialité, d'amitié, de respect mutuel, qui font beaucoup de bien dans un monde qui est plutôt un monde d'opposition et un monde finalement assez individualiste. On dit toujours que la table, c'est la bienveillance. Alors, pas forcément le monde des chefs, puisque eux aussi vivent une concurrence qui est quand même assez exacerbée. Mais moi, j'aime bien dire que les grandes décisions que je prends, les grands moments importants de ma vie, se sont faits autour d'une table quand même. Hein. Oui, puis c'est un rituel. C'est important le rituel dans la vie. Ouais. On va de moins en moins à l'église, par exemple. Donc le temps sacré est moins important dans notre quotidien qu'il l'était il y a 1 ou 2 siècles. Donc, le restaurant a remplacé le confessionnal, quelque part. c'est quand on fête un anniversaire, on le fait à table. Quand on a une promotion dans un boulot, on va fêter ça au restaurant. Ou on achète quelque chose d'un peu particulier. Les bonnes nouvelles, on a envie de les arroser tout le temps. C'est vrai. Et il ne s'agit pas non plus de boulimie ou de dépendance, mais il s'agit juste d'un plaisir de l'immédiateté. Quand on goûte un vin, au bout de 2-3 secondes, on a déjà fait le tour de ce qu'il est, c'est-à-dire la prise en bouche, l'acidité, etc., puis la longueur en bouche. Eh bien, la musique, c'est pareil. Quand on entend un son, il pénètre directement dans notre corps par l'oreille. Et cette immédiateté, c'est ce qui réunit pour moi ces 2 disciplines qui me sont chères. Tout à l'heure, tu parlais de la raréfaction du public, si on peut appeler ça comme ça, dans les églises. On a l'impression qu'en revanche, la musique ne connaît pas la crise.
C'est-à-dire que les salles de concert sont toujours pleines, enfin, la majorité du temps, et qu'on fait de plus en plus d'investissements pour avoir des salles performantes, pour pouvoir accueillir des ensembles musicaux, pour les entendre. Il n'y a pas de désamour entre le public et la musique. Non. Mais il faut voir de quel répertoire on parle. J'observe, décidément tu vas me prendre pour quelqu'un qui déteste les nouvelles technologies, mais j'observe que la pratique des réseaux sociaux, notamment, ou de l'immédiateté d'Internet, a raccourci les temps de concentration chez les gens. Ouais. C'est-à-dire que on n'est plus jamais au repos. Ouais. Moi, je pense que la vertu de l'ennui, notamment chez les enfants, elle est très importante. Il faut s'ennuyer, parce que c'est là où on se constitue. Or, les gens ne s'ennuient plus. Maintenant, si on prend le métro à Paris et qu'on lit par-dessus l'épaule de certains jeunes qui écrivent sur les logiciels, les applications de messagerie, souvent ils échangent pour ne rien dire, mais ils échangent. Besoin d'être en perpétuel mouvement. Et ce qui fait que les longs temps, type les symphonies de Bruckner qui s'installent dans la durée, deviennent de plus en plus intolérables. Donc, tu as raison, la musique ne connaît pas la crise, mais certains répertoires commencent à pâtir de l'impatience généralisée public, qui caractérise notre société. Ça influence ta façon d'écrire, ça ? Non. Au contraire, ça me donne envie de prendre le contre-pied. Là, j'ai une création après-demain pour ensemble qui dure une demi-heure. Mon prochain opéra dure 2 heures. Et je me suis lancé dans l'écriture d'un quatuor qui devrait durer entre 45 minutes et 1 heure. Bon, un quatuor à cordes, c'est excessivement long. Non, moi, un compositeur, c'est quand même quelqu'un qui est en résistance. Et notamment en résistance contre la facilité. Sinon, on fait autre chose. On peut faire de la variété, on peut aller faire de la musique pour le coup, pour le public. C'est ça. Mais moi, j'ai pas choisi cette voie-là, donc plus on me dira, plus la société m'indiquera un chemin, plus je prendrai le chemin inverse. Tu parlais d'opéra. Quand on compose un opéra, alors moi, je suis pas une puriste, mais je me dis, dans un opéra, il y a une partition musicale et puis il y a un livret. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On part de la musique pour aller au livret ou on part du livret pour aller à la musique ? Non, on part du livret. On part de l'argument. Ça ne veut pas dire que le compositeur n'est pas impliqué dans le livret. D'abord, souvent, c'est lui qui le choisit, c'est lui qui choisit l'argument. Et même s'il n'écrit pas les mots, il peut revenir dessus, il peut demander à son librettiste de faire des corrections. Donc, c'est toujours une histoire, un opéra ? Parce que on a l'impression que c'est narratif, mais est-ce que c'est toujours une histoire ? Non ? Enfin, pour moi, oui. Mais on peut faire des opéras sur des concepts théâtraux. Ouais. Mais pour moi, j'ai besoin qu'on raconte quelque chose. C'est-à-dire que l'opéra, c'est du théâtre. Donc, c'est l'art de ce que l'on voit. Ouais. C'est pas la poésie. La poésie, c'est ce que l'on suggère. Le roman, c'est ce que l'on raconte. Ouais. Là, c'est ce que l'on voit. D'ailleurs, l'opéra sans mise en scène, c'est plus un opéra. Je suis d'accord. Et en tout cas, ne pas assumer le fait que l'opéra est un genre de la narration montrée, c'est passer à côté du genre lui-même. Oui, c'est ça. Ouais. Ça explique peut-être pourquoi, mais c'est une question que je te pose aussi. Pourquoi aujourd'hui les mises en scène, même les nouvelles mises en scène, restent sur des opéras en costume classique, restent sur des effets de mise en scène qui sont pas déjà vus, mais il y a toujours du grand décor, il y a toujours des grands effets. Alors bon, tu n'étais pas pour les nouvelles technologies, mais il me semble qu'on commence à intégrer des effets spéciaux dans la mise en scène d'opéra maintenant. Hein. Tu sais, l'opéra de Paris au 19e siècle avait la même fonction dans la vie des gens que le cinéma aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, un opéra pouvait être, si on prend les grands opéras de Meyerbeer ou de Halévy, des compositeurs qui ne sont pas tant joués que ça aujourd'hui, pouvaient avoir été représentés 1 millier de fois pendant la vie du compositeur. Ouais. 1 millier de fois. C'est énorme. Et il y avait des machineries à l'Opéra de Paris extraordinaires, avec des scientifiques qui travaillaient sur de nouveaux éclairages, sur des effets spéciaux. Sur des innovations. Donc, parce qu'il y avait aussi un opéra fantastique, qui est le fantastique, c'est un genre qui peut être abordé par l'opéra. Le fantastique, c'est quoi ? Fin du 20e ? Ah non, même dans le 19e siècle. 19e ? Il y avait Robert le Diable de Meyerbeer, il y avait des nonnes qui sortaient du sol avec des éclairages, on a développé des nouveaux systèmes d'éclairage. L'opéra, c'est aussi... C'est l'imagination. C'est l'imagination, et puis c'est aussi ce qui suscite une volonté de dépasser la réalité. Ouais. Donc, et on a besoin de techniques pour ça, on a besoin de techniciens. L'opéra, ça a été toujours le genre de la démesure, quelque part.
Donc, en tout cas, d'une certaine forme de création supérieure, dans le supérieur, l'art total, on va poussé, dire. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis cette espèce, comme tu disais, c'est pas un ouvrage individuel, c'est un ouvrage collectif, un librettiste, un compositeur, puis tout ça on les met dans les mains d'un chef d'orchestre et d'un metteur en scène. Donc, et des chanteurs. Et puis après, les chanteurs et l'orchestre. Parce que ça change tout. Hein. Bien sûr. Les interprètes, qu'ils soient musicaux ou vocaux, ça change tout. Hein. Absolument. Donc là aussi, on se retrouve rapidement dépossédé. Il faut l'accepter. Dépossédé, alors tu parlais de... tout à l'heure, moi j'ai bien entendu, tu parlais de Baby Blues, quand on le donne et que c'est fini, il ne nous appartient plus. Tu viens d'utiliser le mot dépossédé, donc il y a vraiment un moment où il y a une séparation avec une œuvre quand on la compose. Moi, une fois qu'elle est terminée, je passe à autre chose. Ah, tu te sépares? Ah, totalement. Et d'ailleurs, il m'arrive de redécouvrir des œuvres à leur création que j'ai écrites et que j'ai presque oubliées. Tu te sépares à ce point-là? Oui, parce qu'il faut passer à autre chose, sinon on végète. Donc. Oui, mais alors tu disais c'est un compositeur, c'est un égoïste, il le fait pour soi au départ, etc. Il y a quand même une satisfaction quand on aime son œuvre. Bon, il y a aussi la satisfaction quand son œuvre rencontre un public. Ouais. Je préfère que les gens aiment plutôt qu'ils détestent. Mais je suis plus à l'aise avec les gens qui me sifflent qu'avec les gens qui me disent c'était merveilleux. J'ai toujours une petite... Tu sais que le prince Régnier disait il faut se méfier de ses flatteurs comme de ses détracteurs. Ouais, j'ai plus confiance à la sincérité des détracteurs qu'en celle des flatteurs. C'est vrai ? Oui, parce que... Donc si moi je te dis je suis fan de ce que tu fais, tu me crois pas ? C'est pas ça. Si, parce que je te connais. Mais, et je sais que tu le diras pas par flagornerie, tu le diras sincèrement. Je saurais pas forcément comment réagir. Ah ouais. Mais ça, c'est aussi une forme de pudeur. Je sais pas très bien comment réagir entre guillemets, aux compliments. Ouais. Je sais très bien comment réagir à l'adversité, par contre. Et alors, la question que j'ai, c'est, tu me dis, la première fois que je rencontre la princesse de Hanovre, elle me dit, il faut reconstruire des passerelles avec toutes les autres formes d'art, etc. Et quand elle te dit, à l'issue de la première, ou de la deuxième, ou de la troisième, je sais pas, hein, elle te dit, Bruno, c'était bien. Alors, qu'est-ce que tu as dit ? J'ai pas répondu. T'as pas répondu ? Eh oui. Après, ces conversations n'appartiennent qu'à elle et à moi. Bien sûr. Mais quand on est en principauté, on sait au service de qui on travaille. Ce n'est pas le cas en France. Parce que le pouvoir politique, le pouvoir décisionnaire, on va dire, français, en matière culturelle, est totalement à côté de la plaque. Ouais. Quand j'étais directeur du Conservatoire de Paris, en 9 ans, j'ai vu passer 6 ministres de la Culture et 8 conseillers culture à l'Élysée. Donc il y a un mouvement permanent. Et puis finalement, on se rend compte que maintenant, on est dans l'affichage, dans les nominations, pas, et la période actuelle le montre, et pas du tout dans le fait, dans les compétences et dans la construction. Ici, on est dans un temps plus long parce que le régime s'inscrit dans une forme de durée. Donc, on sait pourquoi on vient, pour qui on vient travailler, on sait qu'on est au service de qui on est quand on est en principauté. Donc c'est une situation qui est extrêmement différente. J'allais te demander, quand on a aussi cette image de l'artiste qui, une fois qu'il est passé par Paris, c'est très compliqué pour lui. Alors je parle des Français, mais au niveau international, tu t'es retrouvé dans des situations qui étaient peut-être plus prestigieuses que Monaco. Ah non, c'est pas une question de prestige. Je vais faire quelques petites confidences. Quand j'ai quitté le Conservatoire de Paris, on m'a approché pour des grands postes d'institutions françaises que j'ai refusés parce que je n'avais pas envie de servir en tout cas de rendre des comptes au pouvoir en place. Je crois que il faut savoir où on est. Toi, tu es bien du Sud. Hein, oui, même, oui. Non, mais je pense que moi, je suis sidéré de voir combien les artistes ont peur aujourd'hui. C'est incroyable. Oui. Moi, je préfère tenir des propos qui peuvent être polémiques, qui peuvent déranger, mais avoir gardé une forme de franchise, que de vouloir plaire à tout le monde. Il n'y a rien de pire parce que c'est le meilleur moyen de plaire à personne. Mais plaire sans vouloir plaire, c'est le plus difficile, Bruno. Ça, c'est évident. C'est évident. Donc, si tu veux, moi, quand je ne vais peut-être pas commencer à déverser des tonnes de roses sur la principauté, moi, je sais que je suis très attaché à la principauté. Très attaché.
C'était un peu ça ma question. Je suis très attaché, d'abord elle fait partie maintenant de mon équilibre de vie. Je dirige un conservatoire dans ma ville à Saint-Maur-des-Fossés, je dirige mon ensemble de musique contemporaine qui est en résidence à Saint-Étienne, et j'ai besoin de mes séjours réguliers en principauté, avec cette profusion d'institutions culturelles, les unes à 100 mètres des autres. Alors 100 parfois c'est beaucoup. 100 parfois c'est beaucoup. J'ai passé 2 heures avant-hier avec Jean-Christophe Maillot, qui a chorégraphié ma musique en 2004 pour la première fois, ou 2005, donc on se connaît un tout petit peu maintenant, je sais pas de le dire, et j'ai refait un ballet avec lui en 2018. On a passé 2 heures qui étaient 2 heures merveilleuses, parce qu'en plus, quand on passe du temps avec Jean-Christophe, il y a une espèce d'émulation, on se cherche l'un l'autre, et ça c'est fantastique, comme en plus j'ai une admiration folle pour le chorégraphe qu'il est, et une vraie amitié pour l'homme qu'il est, on passe des moments merveilleux. Et puis cette principauté, elle, sur le plan culturel, elle ne se trompe pas d'objet. C'est-à-dire, en France, on est en train de confondre le culturel, le divertissement et le sociétal. C'est-à-dire, on juge les programmations avec les quotas. Combien il y a d'artistes qui font ceci. Ici, pas du tout. L'objet, il est, qu'est-ce qu'on présente, quelle est l'utopie artistique que l'on a envie de défendre. Voilà. C'est presque le paradis pour un artiste. C'est le paradis. Moi, je n'ai jamais vu une telle liberté, alors pour le programmateur, une telle liberté ailleurs. Donc, si tu veux qu'on dise... j'ai du mal à dire que Monaco est plus ou moins que Paris, ou Monaco, pour moi... C'est pas pareil, en tout cas. C'est une oasis. Je pense que, des fois, je plaisante, y compris avec la directrice d'affaires culturelles, le directeur, puisqu'on ne finisse pas les titres des affaires culturelles de Monaco, je lui dis un jour je vais demander l'asile politique à Monaco, l'asile politico-culturel, on en plaisante beaucoup, mais c'est tellement bien de ne pas avoir à se justifier, pas sur le projet, ça je le fais avec plaisir, mais sur notre existence propre, de dire oui, bah tiens, aujourd'hui je vais programmer au festival un truc, ça va pas être simple, mais je le fais. Et ça, peut-être que ça plaira pas du tout, peut-être qu'il y aura 20 personnes qui vont acheter des billets, mais on m'encourage à le faire. Mais tu te rends compte, en France, on n'est plus du tout là-dedans. Donc pour moi, Monaco, c'est un refuge. C'est une terre d'expression, en tout cas. C'est une terre d'expression. C'est une terre qui est encore mal connue de l'extérieur. Il y a quelques jours, je faisais une émission sur France Musique, et comme on parlait de Yannick Aleno, du projet qu'on a avec Yannick pendant le festival, le journaliste me dit, c'est vrai qu'il y a ce luxe... omniprésent à Monaco, et j'ai répondu, il ne faut pas confondre le luxe et le bling-bling. Pour moi, un quatuor à cordes de Schubert joué par les bons interprètes, c'est du luxe. Une entrecôte faite par Aleno, c'est du luxe. Le bling-bling, c'est autre chose. Oui, il peut y avoir du bling-bling dans la principauté, comme dans des quartiers parisiens. D'autres endroits. Mais ce que j'aime ici, c'est le luxe de la pensée. C'est pour ça que je suis très heureux en principauté. Et c'est pas du tout une forme de flagornerie ou une forme de parce que je reste français et je vis en France. Mais ça participe de mon équilibre. J'aurais du mal à quitter la principauté en ce moment. Ah tiens. J'aurais du mal c'est agréable à entendre. Si demain on me signifie que je dois partir. Ce qu'on t'a signifié, c'est exactement le contraire, parce que tu viens. Parce que là, tu as dit 3 ans, donc on est arrivé au bout des 3 ans, donc tu viens de rempiler. Oui, je viens de rempiler. Mais bon, il peut tout se passer dans la vie, on peut me dire, voilà... en tout cas, pour l'instant, tu viens de rempiler, quoi. Absolument, absolument. D'ailleurs, avec plaisir. Je pense que je le vivrai très mal. Parce que cette bulle d'oxygène que j'ai ici, j'y tiens énormément. Et encore une fois, c'est un attachement, même au fonctionnement de la principauté, à la façon d'y vivre, à la façon d'y être. Cette espèce d'attention, qu'il y a de respect. Alors en plus, comme c'est un village... Dès qu'on est dans la rue, il y a des gens qu'on rencontre, des personnalités du public, qu'on reconnaît ou pas, qui viennent vous voir, qui disent « Ah tiens, j'avais adoré tel concert, est-ce que vous allez refaire la même chose ?» Et ça, c'est extrêmement plaisant. Donc, Est-ce que c'est parce que la question que j'ai envie de te poser là, tu me dis, bon, on n'est pas sur le nombre de gens qu'il y aura dans la salle, etc. Donc, comment on sent que ce qu'on fait, ça marche ? Parce qu'on a tous cette perception, hein, puisque dans notre métier, moi je parle, alors t'imagines en télé les audiences, on fait des podcasts, les audiences, voilà. Et moi j'ai dit toujours, je préfère avoir 4 personnes qui sont super convaincus, ou qui en tout cas vont être nos meilleurs ambassadeurs, que d'en avoir 4000, dont 3500 sont pas vraiment intéressés par le sujet, quoi. Bien sûr, oui. On sait que ça marche, c'est encore une histoire de regard.
Eh ouais. On voit la sortie des concerts ou des spectacles et on sent les choses. Tu sais, quand tu diriges un orchestre, tu as un public derrière, tu le sens, le public. Parce que tu le vois pas, toi, t'es Ah de non, dos. Tu diriges de dos, toi. Enfin, tu diriges dos au public. Dos au public. Il y en a qui peuvent faire ça de 3/4, machin, toi, t'es de dos. Non, c'est de tout. Quand on est un orchestre, on est vraiment dos au public. Alors, on peut bouger pour faire signe si on fait signe au premier violon, on va se mettre un peu de profil. Mais on le sent, le public. On sent les réactions. Ah ouais? Ah oui, il y a... C'est pour ça que certains musiciens qui enregistrent des albums en studio aiment bien qu'il y ait quand même du public dans la salle pour sentir cette électricité-là, cette réaction. Donc, c'est ça pour moi, un concert réussi, c'est pas parce que c'est pas forcément une salle pleine. D'ailleurs, la salle, elle est pleine a priori. On peut avoir une salle pleine et des gens qui détestent. C'est ça. C'est quand on sort et qu'on sent que les gens, les auditeurs, n'arrivent pas à décrocher de ce qu'ils ont entendu. Et ils ont besoin d'en reparler. Et où tu te mets, toi, à la fin? Est-ce que tu te mets à un endroit où tu les vois sortir? Est-ce que tu as des petites habitudes comme ça? Non, souvent, je vais voir... je vais d'abord voir les artistes, leur dire... comme en général, c'est des gens très bien, leur dire bravo. Et puis, mais le public, je le vois dans les before, c'est-à-dire dans les conférences, dans les tables rondes, dans les afters, qui sont ces moments très informels. Ça t'arrive de faire des bords de scène? Non? Ça m'est arrivé, mais il y a rien de systématique. Ouais. Ça m'est arrivé. Et puis, tu sais, les gens, ils viennent te parler. Hein. Ah oui. Quand quelqu'un a envie de te dire quelque chose, et c'est souvent très positif à Monte-Carlo, mais ils t'attendent, et tout va bien, et on discute. Et quand tu sors de l'auditorium, ils sont là. Quoi. Absolument, et ça fait partie de mon métier que de passer du temps, et je le fais avec, alors là, mon Dieu, avec un plaisir immense. Alors justement, parlons du temps, parce que tu dis, moi j'aime bien remplir ma vie, il y a tellement de choses qui m'intéressent, etc. Est-ce que tu as des moments pour souffler? Non, très peu, très peu. Et alors, comment on fait quand on a... Parce que il y a un aspect dont on n'a pas du tout parlé, il y a quand même un aspect de pression quand on compose quelque chose. Ouais. Tu as dit, est-ce que le public va aimer ou pas? Quand on fait un programme de festival, est-ce que ça va plaire ou pas? Est-ce que je vais réussir ce que je suis en train d'entreprendre ou pas? Donc il y a une forme de pression. Et est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à te ressourcer? Parce que souffler, c'est peut-être pas le bon mot. Est-ce qu'il y a des moments où Bruno Mantovani, qui a des enjeux quand même, des enjeux de compositeur, des enjeux de chef d'orchestre, des enjeux de patron de festival, des enjeux de directeur de conservatoire, même dans des enjeux de chef d'un ensemble, il y a bien des moments où il faut se ressourcer. Bon, il y a d'abord la vie familiale. Hein. J'ai une fille qui a 6 ans et qui me remet en place très facilement. Mais j'allais dire que le meilleur moyen, si on reste dans le cadre du boulot, le meilleur moyen de me ressourcer, c'est de travailler, au contraire. Ah ouais? C'est-à-dire, si je bute sur un problème, eh bien, c'est en affrontant ce problème, en le travaillant, que je me ressourcerai. Non, moi, je travaille tout le temps. Mais je vis pas ça du tout comme une aliénation. Je vis ça comme quand on aime ce comme qu'on un fait, accomplissement. Et puis, quand on aime ça, enfin, moi, je ressens en mémoire cette phrase où on m'a dit « Aime ce que tu vas faire, parce que tu n'auras jamais l'impression de travailler, en fait. » C'est exactement ça. Alors, tout n'est pas drôle dans ces métiers-là. On a des fois, il faut produire énormément de textes, des choses comme ça. On n'a pas forcément envie. On a envie de. Il m'arrive de pas avoir le temps de composer, ça me rend très malheureux. Mais, faisons tout ce que je dois faire, tout ce qu'on doit faire, et puis je composerai après. Ouais. Donc non, le temps de souffler, il y a les transports. C'est quand je viens ici, je suis dans l'avion ou le train. C'est des parenthèses. Ce sont des parenthèses, quoi qu'il arrive. Quoi. Il y a peut-être aussi tes déjeuners avec le Club des 100, quand même. Oui, ça, alors, j'ai une vie sociale qui est assez... qui serait due à peau de chagrin en ce moment. Mais tu vas rire, mais moi, il y a un moment qui est très important, et je prie de nos auditeurs de croire en ma sincérité, c'est quand je fais la vaisselle. Faire la vaisselle, c'est le moment, donc ça m'arrive, tous les soirs. C'est les moments où je dis, je vais avoir ma deuxième partie de journée ma troisième journée qui va commencer dans mon bureau isolé. Ma fille va faire sa nuit. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire des mails pour le conservatoire? Est-ce que je vais travailler pour le Printemps des Arts? Est-ce que je vais composer? Et puis, ce rituel de monter au bureau avec un thé, une tisane, ce qu'on veut, d'allumer la lampe. J'adore allumer ma lampe de bureau, prendre son crayon ou son ordinateur et s'y mettre. Pour moi, se ressourcer, c'est s'attaquer au problème. Voilà, c'est-à-dire le farniente bien sûr, voir les amis du Club des 100, aller dans un bon restaurant, c'est capital.
Mais le farniente, c'est encore être en action, quelque part. Ouais. Le farniente, style, mon idéal, c'est de passer 15 jours dans une île, les pieds dans la piscine, je ne supporterai pas. J'ai jamais essayé, donc... mais non, je crois que je peux pas. C'est drôle, on t'imagine pas, en fait. Même si, Moi non plus. même si on a cette perception du compositeur qui a toujours sa musique dans la tête, qui l'emmène où qu'il aille et qui est toujours en train de penser à un truc. D'ailleurs, il y a une seule chose que tu nous as pas dite, c'est par quel instrument tu as commencé? J'ai commencé par le piano. Alors, c'est une histoire assez drôle. C'est que je voulais faire de la guitare. Parce qu'en plus, c'était un instrument moins cher à acheter aussi pour ma famille. Et il n'y avait pas de classe de guitare à Perpignan quand j'ai fait de la musique. Quand j'ai commencé à faire de la musique. Donc, voilà, on a pu avoir un piano en location, puis en acheter un. Donc, j'ai fait du piano. Et puis après, j'ai fait de la percussion. Encore une fois, voulant plutôt faire des musiques populaires, la variété. Et puis, la percussion m'a amené à découvrir la musique contemporaine. Donc, c'est mes deux instruments. J'ai fait un peu de contrebasse pour apprendre les instruments à cordes. Si tu as fait du jazz, tu as fait un peu de ça quand même. Voilà. Et puis, il y a plein d'instruments pour lesquels j'écris énormément. Je pense à la clarinette, qui est un de mes instruments favoris, mais que je n'ai jamais touché de ma vie. Donc, tu connais son son, mais tu sais pas je connais le son, tout ce qu'il y a techniquement, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais je ne sais pas du tout en jouer, non, pas du tout. Il y a une sorte, tu sais, dans notre monde, on dit, c'est quand tu ne sais pas que tu inventes le mieux. Donc, c'est pas faux. Il y a moins de... Par exemple, quand j'écris pour piano ou pour percussion, j'ai forcément plus de pudeur parce que je sais tellement comment ça fonctionne que c'est ça. Tout est sous contrôle. Alors après, il ne faut pas aller non plus contre la nature de l'instrument. Mais tu sais, l'organologie, c'est finalement très simple. Des fois, je mime les instruments. Ah ouais? En écrivant, hein, je mime comment... je ne sais pas, un trait de flûte, je mime un trait de violon. Et même si je ne joue pas de violon, finalement, ça donne une réalité physique au geste instrumental. Ouais. Et je m'en tire souvent comme ça. Par le mime, par la simulation. Je ne fais pas du air guitare à la maison, hein. C'est pas ça, mais un peu, en fait. On était en train de t'imaginer taper sur une batterie, tu vois. Ah, mais ça, je suis percussionniste. Donc là, j'ai même pas besoin de mimer, ça, puisque je suis percussionniste d'origine. Mais le mime est une chose intéressante, parce que on est tout de suite dans une position, dans une attitude, y compris une attitude physique. Alors, ça m'amène à te demander, tu parlais de ta fille de 6 ans. Est-ce qu'elle fait de la musique? Oui. Elle fait du piano. Elle fait de la musique parce que papa en fait ou elle? Et maman aussi. Ah oui, maman aussi. Ah bah ouais. Non, mais forcément. Alors il n'y a pas de question. Oui, mais je sais pas si je lui souhaite d'être musicienne plus tard. C'est un métier fantastique, mais quand je vois comment notre monde évolue, je me dis que c'est pas une carrière qui est très facile. Il faut une passion immense. Il faut se dire que on va travailler toute sa vie, qu'on n'aura pas forcément des conditions matérielles très enviables. Donc, pas toujours. Pas toujours. Donc, je sais pas, elle fera ce qu'elle veut. Moi, je suis content qu'elle en fasse, mais jamais je la pousserai plus que ça. Elle est douée ou pas? Oui, je crois, oui. Mais je crois, mais c'est normal, parce que pour elle, c'est naturel. Moi, je l'ai mise au milieu d'un orchestre, elle avait 2 ans. Elle est même montée au pupitre. Bon. Donc, c'est naturel pour elle. Elle comprendrait pas de ne pas en faire. Elle est tombée dedans, quoi. Oui, mais des fois, elle n'a pas envie de travailler. Donc, avec sa mère, on lui dit, mais tu vas arrêter. Et elle dit, non, bien sûr que non. Mais, non, elle a ça à la maison, donc elle en fait naturellement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Parce que, il me semble, à la lumière de tout ce qu'on vient d'évoquer, que le trait d'union de tout ça, c'est que tu fais ce que tu as envie de faire. Donc ça, c'est déjà un bonheur, un bonheur incroyable. Tu fais ce que tu as envie de faire. Pas tout le monde peut dire ça, hein, Bruno. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est pas tellement à moi qu'il faut le souhaiter. Il faudrait que les pouvoirs publics d'un certain nombre de pays, et évidemment, j'exclus la principauté, après tout ce que je viens de dire, et je pense notamment à mon pays, la France, revalorisent l'excellence, revalorisent l'exigence, revalorisent l'élitisme. C'est beau l'élitisme, quand on y pense. Et qu'on arrête de nous embêter avec la culpabilisation. Donc c'est ce qu'on peut me souhaiter, on peut le souhaiter à tout le monde. C'est un moment de dire, bon allez, ça suffit. Après tout, s'illustrer par l'excellence, c'est pas si mal. Ah bah non. Donc c'est ce que je me souhaite.
Eh bien, écoute, on te le souhaite aussi, et surtout, on est très heureux de savoir que tu restes avec nous, que tu as rempli pour rester avec nous. Et donc, on te souhaite d'autres festivals, d'autres éditions du festival, toujours plus créatives, comme tu nous l'as fait depuis 3 ans. Écoute, on va y travailler. Merci Bruno, parce que je sais que tu es un homme pressé, avec un emploi du temps chargé. Donc, merci d'avoir trouvé un petit moment pour discuter avec nous. C'était un très, très grand plaisir pour moi. Merci à toi. Merci.